Notre planète, elle n'est pas seule dans l'immensité de l'espace. Non, des millions d'astéroïdes en fait croisent notre route. Et l'un d'eux, découvert tout récemment, est venu nous rappeler à quel point la frontière est mince entre ce qu'on pourrait appeler la routine cosmique et une menace bien réelle. On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire de 2024 YR3. Alors, est-ce qu'un astéroïde pourrait vraiment menacer notre monde? Ce n'est pas une question science-fiction, loin de là. C'est une réalité que les agences spatiales du monde entier étudient tous les jours. Et justement, un cas très récent a remis cette question au centre de toutes les attentions. Alors retournons un peu en arrière. Tout a commencé en décembre 2024. C'est là qu'on a découvert un objet qu'on appelle géocroiseur, c'est-à-dire qu'il croise l'orbite de la Terre. Et celui-là, il a tout de suite attiré l'œil des astronomes. Son nom, 2024 YR4. Et là, les choses se sont accélérées, la perception de la menace a changé très, très vite. Juste après sa découverte, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, fait ses premiers calculs. Le résultat, une probabilité d'impact avec la Terre de 2,8% pour l'année 2032. Bon, 2,8%, ça peut paraître faible, mais en astronomie, c'est un chiffre qui est tout sauf anodin. C'est largement suffisant pour déclencher une alerte et une surveillance intensive. Alors, comment on mesure un danger comme celui-là? Pour ça, les scientifiques ont un outil, une sorte de baromètre du risque. Ça s'appelle l'échelle de Turing. C'est assez simple en fait, elle combine la probabilité que ça nous tombe dessus et l'énergie que l'objet transporte. Ça donne un score qui va de 0 à 10. 0, aucun danger. 10, c'est la catastrophe mondiale assurée. Heureusement, on ne s'est pas arrêté au premier calcul. Grâce à un suivi constant, avec des radars, des télescopes, les scientifiques ont pu affiner la trajectoire de 2024 YR4. Et le résultat? Eh bien, ça a été un soulagement général. L'astéroïde a été déclassé. Il est passé d'un niveau 3 sur l'échelle de Turing, ce qui, attention, est une menace crédible qui justifie de commencer à réfléchir à des plans d'urgence. Il est passé de 3 à 0. 0. En clair, aucun danger pour la Terre. Voilà, on aurait pu croire l'histoire terminée. Risque écarté, tout va bien. Sauf que non. L'histoire de 2024 YR4 n'était pas finie. Parce que les mêmes calculs qui ont écarté le danger pour la Terre ont révélé une autre cible, une autre possibilité. Soyons bien clairs là-dessus. La probabilité d'un impact avec la Terre est finalement tombée à ce chiffre, 0,001%. C'est infime, on peut dire que c'est quasi nul. La planète est donc hors de danger. Mais voilà, ces mêmes calculs qui nous ont tous rassurés ont aussi, en quelque sorte, ouvert une autre porte. Et la question qui s'est alors posée est la suivante. Et si la Terre n'était pas la seule cible possible? C'est là que tout bascule, que le récit prend un virage complètement inattendu. Parce qu'on a réalisé que l'orbite de cet astéroïde ne faisait pas que frôler la Terre. Elle frôlait aussi de très très près notre voisine la plus proche. Et voici le nouveau chiffre qui a mis tout le monde en alerte, surtout les experts de la NASA. 4,3%. C'est la probabilité que 2024 Y4 frappe la Lune. La date, le 22 décembre 2032. Pour mettre ça en perspective, 4,3%, c'est un risque plus de 4000 fois plus élevé que le risque initial qu'on craignait pour la Terre. C'est énorme. Alors, de quoi parle-t-on exactement? À quoi ressemble cet astéroïde? Il faut s'imaginer un bloc de roche qui fait entre 40 et 90 mètres de diamètre. Pour se faire une idée, c'est la taille d'un immeuble d'une quinzaine d'étages. Et ce bloc, il ne se promène pas tranquillement, il file à une vitesse de 13 km par seconde. C'est vertigineux. Évidemment, à cette vitesse, il transporte une énergie colossale. Donc, avec toutes ces données, les scientifiques peuvent commencer à faire des simulations, modéliser les conséquences. D'abord, on va voir ce qui aurait pu se passer si la cible avait été la Terre. Et ensuite, on verra ce qui pourrait, peut-être, arriver à la Lune. Alors, hypothèse numéro 1, l'impact sur Terre. Un objet de cette taille, environ 60 mètres, non, il n'aurait pas causé d'extinction de masse, comme pour les dinosaures. Par contre, l'impact aurait provoqué une dévastation régionale, mais absolument terrible. Pour avoir un point de comparaison, il faut penser à l'événement de la Tunguska, en Sibérie en 1908. Un impact similaire avait alors rasé plus de 2000 km² de forêt. C'est de cet ordre de grandeur qu'on parle. Maintenant, revenons à la Lune. L'énergie qui serait libérée lors d'un tel impact, elle est tout simplement colossale. Les calculs parlent de l'équivalent de 6,5 mégatonnes de TNT. Pour que ce soit plus parlant, c'est des centaines de fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Une énergie phénoménale. Et cette explosion, bien sûr, laisserait une trace bien visible. Elle creuserait un nouveau cratère à la surface lunaire, un cratère d'1 kilomètre de diamètre. C'est immense.
Ce serait une nouvelle cicatrice, un nouveau point de repère, visible pour toujours sur notre satellite. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à un simple trou. D'abord, l'impact produirait un flash de lumière tellement intense qu'on pourrait le voir à l'œil nu, depuis la Terre. Et puis, il y a quelque chose de plus préoccupant. L'explosion projetterait des millions de kilos de roches et de poussière lunaire dans l'espace. Et tous ces débris, qu'on appelle des éjectats, ils pourraient devenir un vrai danger pour nos milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Un danger qui pourrait durer des années, peut-être même une décennie. Tout ce scénario, même s'il ne menace pas directement la vie sur Terre, il met en lumière l'importance d'un domaine qui est en pleine explosion, celui de la défense planétaire. L'idée, ce n'est plus seulement de regarder le ciel passivement en espérant que rien ne nous arrive. L'idée, c'est d'agir. Et agir, ça commence par quoi? Par la détection. La première ligne de défense, c'est de savoir ce qui se passe là-haut, de cataloguer, de suivre tous ces objets géocroiseurs. C'est la mission d'organisations comme le Bureau de la défense planétaire de la NASA. Leur travail, trouver, suivre et comprendre la nature des astéroïdes et des comètes qui s'approchent un peu trop près de nous. Le but est simple, savoir ce qui vient vers nous et le savoir le plus tôt possible. Bon, détecter une menace, c'est une chose. C'est la première étape, elle est cruciale. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a repéré le danger, il faut avoir des moyens pour le neutraliser. Alors justement, regardons un peu les outils qu'on développe pour créer ce bouclier spatial. Globalement, il y a 3 grandes stratégies sur la table. La première, c'est l'impacteur cinétique. L'idée est simple, on envoie un vaisseau s'écraser à pleine vitesse sur l'astéroïde pour le dévier de sa trajectoire. C'est ce que la mission DART de la NASA a réussi à faire, c'est une technique qui a été prouvée. Deuxième option, plus subtile, le tracteur gravitationnel. Là, on ne frappe pas l'objet. On envoie un vaisseau spatial juste à côté, et c'est sa propre masse, sa propre gravité, qui va tout doucement attirer l'astéroïde et le tirer hors de sa course. Et puis, il y a l'option de la dernière chance, l'explosion nucléaire. On fait exploser une charge à proximité de l'astéroïde pour le pousser ou même le fragmenter. Mais attention, l'option nucléaire, ce n'est pas du tout une solution miracle. C'est vraiment la solution de l'extrême urgence pour les menaces les plus graves. Pourquoi? D'abord parce que son utilisation dans l'espace est tout simplement interdite par des traités internationaux très importants, signés dans les années 60. Et ensuite, parce qu'une explosion nucléaire dans l'espace, ça aurait des conséquences électromagnétiques qui pourraient griller bon nombre de nos satellites, et on sait à quel point on en dépend aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question fondamentale. Imaginons le scénario. Demain, on détecte un astéroïde, bien plus gros que 2024 YR4, et cette fois, la trajectoire de collision avec la Terre est certaine. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on choisirait entre l'efficacité pure d'une méthode, les lois internationales qui nous lient et tous les risques imprévus? La décision qu'il faudrait prendre définirait non seulement notre avenir, mais aussi notre degré de responsabilité en tant que gardiens, peut-être les seuls de cette planète.